Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission radio de l'Europe Direct de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la session plénière du mois de novembre et pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios du Parlement européen Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, membre du groupe Renew et présidente de la délégation française des députés de la majorité présidentielle appelée Ensemble. Marie-Pierre Védrenne est spécialiste de la politique commerciale de l'Union européenne. Nous profiterons de son expertise pour nous plonger dans plusieurs sujets majeurs qui animent l'actualité européenne et ses relations internationales. Tout d'abord, nous évoquerons l'élection du nouveau collège de commissaires européens, un moment décisif qui pourrait influer sur les grandes orientations politiques des prochaines années. Ensuite, nous reviendrons sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un texte qui soulève à la fois des espoirs économiques dans certains pays européens et des inquiétudes, notamment en France. Enfin, nous discuterons des conséquences de la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui pourrait redéfinir les relations commerciales transatlantiques et poser des défis stratégiques cruciaux pour l'Europe. Bonjour Madame Védrenne. Bonjour. Alors pour commencer, revenons sur l'actualité du jour puisque nous enregistrons mercredi. Le Parlement a approuvé après une série d'auditions le nouveau collège de commissaires proposé par Ursula von der Leyen. Quel est votre sentiment déjà sur la composition et les priorités de cette commission, mais avant toute chose, du résultat qui est quand même un résultat assez faible puisqu'on parle de 370 voix pour et 282 voix contre. Déjà, à dire que c'est quand même un processus inédit auquel les Français ne sont pas toujours familiers. Auditionner ceux qui sont finalement l'équivalent du gouvernement en France. Auditionner les commissaires devant tous les députés européens avec lesquels ils vont travailler sur les différents sujets. Et puis ensuite, effectivement, voter ou non l'entièreté de ce collège. C'est un exercice important pour la démocratie et qui légitime aussi la Commission européenne dans l'exercice de ses fonctions pendant 5 ans. Moi, je dois dire, j'ai vécu 3 auditions depuis mon arrivée au Parlement européen. Cette édition était différente des précédentes. Déjà, effectivement, vous l'avez rappelé dans votre introduction, un contexte international très différent vis-à-vis de 2019, avec le retour de la guerre sur le continent européen, l'élection de Trump, donc avec une certaine urgence à mettre en place la Commission européenne. Et puis, une configuration politique très différente. Et c'est vrai que ces auditions, de par le mode de fonctionnement du Parlement européen, de par les lettres de mission qui avaient été données à chacun des candidats désignés, en fait, il ne fallait pas s'attendre à de grandes surprises pendant les auditions. Parce que le cadre qui leur était fixé était très précis. Donc on n'allait pas avoir de grandes annonces pendant ces auditions. On parle quand même d'une présidence de commission, d'une commission très présidentielle. C'est un peu ça ce que vous voulez dire. Oui, effectivement. Je pense que c'est une commission très présidentielle. Je pense que dans cette séquence, on a vu une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est très habile. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout chez Ursula von der Leyen, mais je lui reconnais quand même que sur certains sujets, par contre, je partage un agenda commun avec elle sur les questions de souveraineté, par exemple d'affirmation de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. C'est des échanges que j'ai eus en bilatéral avec elle et je lui reconnais cette capacité à défendre nos intérêts, alors que, pour le coup, elle est allemande et on dit souvent que l'Allemagne joue plutôt solo sa partition sur la relation avec la Chine. Donc on voit bien qu'elle sait s'affirmer vis-à-vis aussi de son propre État membre ou vis-à-vis des États membres. Et c'est ce qu'on demande finalement à la Commission européenne, d'être la gardienne de l'intérêt général européen. Pour autant, c'est vrai que dans la proposition qu'elle a soumise au Parlement européen de la structuration de son collège, on appelle ça un collège, l'entièreté des commissaires, il y a des choses qu'on peut regretter. Par exemple, qu'un des vice-présidents exécutifs, le commissaire italien, soit issu du parti Fratelli d'Italia. Moi, c'est effectivement un parti avec lequel je ne partage pas grand-chose en termes d'orientation politique. Il y a quand même eu un accord politique. C'est aussi pour ça qu'elle est élue. C'est que finalement, les 3 partis, on va dire, pro-européens, le PPE, les SED, les socialistes et démocrates et Renew, dont vous faites partie, ont finalement approuvé cette commission, se sont mis d'accord, même signé un papier, une lettre de... Je dirais qu'il y a 2 temps. Il y a les auditions où on passe les commissaires sur le grill pendant 3 heures et on leur fait pas de cadeaux.
on les interroge justement sur leur capacité à mettre en œuvre un agenda politique en adéquation avec ces lettres de mission et en adéquation avec nos priorités et l'agenda qui a été aussi débattu pendant les élections européennes. Donc cet exercice, il est absolument important. Et puis après, il y a effectivement ce vote et les négociations qui ont eu lieu au sein du Parlement européen entre ces différentes familles politiques pro-européennes pour réellement bâtir des politiques publiques qui nous permettent de répondre à ces défis. Donc là, on a joué tout notre rôle de député sur le fond, en fait, et sur comment on va mettre en œuvre cet agenda. Donc on a interrogé les différents commissaires pour qu'ils nous démontrent qu'ils vont être dans ces priorités. Et l'exemple type de là où on a joué notre rôle, c'est par exemple sur le commissaire Várhelyi. Il est certes hongrois, Fidesz, donc on avait des problèmes d'ordre politique. Ancien commissaire à la politique de voisinage. Exactement. Et là, il était positionné sur les enjeux de santé. On a, en quelque sorte, détricoté son portefeuille, parce que nous, on estime qu'un commissaire qui, par exemple, au moment du choc du Covid, essayait de promouvoir les vaccins, notamment Spoutnik ou russe, ça pose quand même question en termes de compétences. Donc là, on lui a dit non, ça, au vu de l'audition, au vu de les preuves passées qu'on a pu voir dans vos positionnements, on ne veut pas que vous soyez en charge de certains éléments. Et c'est la réalité de ce qui s'est passé. Donc on voit que le Parlement européen a joué son rôle. Il y avait aussi les droits reproductifs. Les droits sexuels et reproductifs qui sont supprimés de son portefeuille et qui sont arrivés sous le chapeau de la commissaire Renew, la Belge, Madame Hadid. Donc ça, c'est pour nous un rôle essentiel qu'on a joué. Puis oui, on a joué un rôle pour bâtir un contrat de coalition, des majorités qui soient plus stables au sein du Parlement européen pour relever les défis auxquels on est confronté. Et c'est quand même la responsabilité des députés du Parlement européen de créer cette stabilité pour pouvoir répondre aux enjeux. Donc, je pense qu'il y a eu des moments dans cette période où tous les partis politiques n'ont pas toujours été très raisonnables, souvent pour des considérations nationales. Nous, on a joué notre rôle, la délégation a joué son rôle en exprimant depuis le début ses points de difficulté, ses points d'attention, et justement en faisant en sorte, par exemple, que, comme on vient de le dire, le commissaire Várhelyi voit son portefeuille changer et évoluer pour répondre à nos priorités politiques. Et si on voit le poids entre les institutions internationales, est-ce que c'est une commission finalement affaiblie puisqu'elle n'est pas fortement élue cette fois-ci? J'ai regardé les scores, je pense même que c'est le plus faible résultat pour une commission européenne. Je pense que c'est un peu dangereux de tenir ce type de discours. Je m'exprime. On voit bien qu'il y a des velléités chez certains responsables politiques justement de mettre à mal la Commission européenne ou d'affaiblir sa légitimité. Elle est légitime, elle a obtenu la majorité. Effectivement, je pense que Ursula von der Leyen ou même le collège dans son entièreté aurait préféré avoir un socle numérique plus large. Elle a été élue en tant que présidente de la Commission à plus de 400 voix. À plus, effectivement, et le collège moins. Mais ils ont la majorité, donc ils sont légitimes. Moi, je ne veux pas faire de qui a voté le plus, etc. Maintenant, ils sont mis en place, et ils doivent être au travail et ils sont responsables. Moi, c'est le discours que j'ai tenu à Ursula von der Leyen dans l'hémicycle, en lui rappelant l'échange bilatéral que j'ai eu avec elle, en lui disant on a débattu de 3 priorités, toutes les deux, sur les questions de souveraineté et de défense, sur les questions de prospérité, emploi, qui sont essentielles à l'heure des difficultés et compétitivité et concurrence face à la Chine et les États-Unis. Vous m'avez évoqué des points d'engagement communs, maintenant vous déroulez. Et c'est ce que je lui ai redit ce matin et c'est ce que je continuerai à lui redire pendant 5 ans. Passons à la politique commerciale de l'Union européenne, un domaine donc dans lequel l'Union européenne joue un rôle majeur sur la scène internationale. Alors depuis 25 ans, des négociations sont en cours avec les pays du Mercosur. Je rappelle que c'est l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Aujourd'hui, l'accord semble sur le point d'être finalisé, certains le disent. Pourquoi cet accord, avant d'avoir votre avis à vous, serait-il important pour l'Union européenne ? Je pense que vous avez raison de poser cette question déjà parce que c'est un discours qu'on entend peu en France. On entend beaucoup de passion quand on parle de cet accord et il faut repositionner les choses aussi dans un contexte. Je pense que la France a un problème avec le libre-échange. Après, oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est moi qui le dis, mais je pense que je suis assez d'accord avec vous, mais moi, j'ai pas de problème pas de problème avec le libre-échange. Ce que je veux, c'est un commerce international qui nous permette de bâtir un cadre pour répondre à des objectifs plus larges. Libéraliser pour libéraliser, ça n'a jamais été une fin en soi. Conclure un accord de commerce pour conclure un accord de commerce, ce n'est pas une fin en soi. Le commerce international, il doit nous permettre de répondre à des enjeux de sécurité, notamment de sécurité de nos approvisionnements, des enjeux de durabilité, engager les partenaires, et puis faire en sorte aussi de travailler sur de la durabilité, engager aussi, notamment le Brésil, sur une trajectoire commune qu'on a signée ensemble avec l'accord de Paris. Donc est-ce que cette négociation commerciale, en plus, de bloc à bloc, c'est la première fois qu'on a une négociation de bloc à bloc. D'habitude, l'Union européenne, elle négocie avec un seul État. Là, c'est bloc à bloc. Donc, important. Et les pays du Mercosur,
c'est quand même une zone à la fois géographique, démographique, qui est considérable. Donc, moi, mon sujet, c'est un peu l'équivalent de l'Union européenne en termes de population. Je crois que ça fait 780 millions l'ensemble. Puis même, je dirais, en termes de dynamique démographique ou en termes de dynamique économique, elle est quand même aussi un peu plus en termes de croissance que vis-à-vis de l'Union européenne, qui serait plutôt sur une croissance atone. Donc, je pense que c'est important de tisser un cadre de coopération avec ces pays, d'autant plus dans la recomposition internationale dans laquelle nous sommes, parce qu'une négociation bilatérale, elle s'inscrit dans un cadre plus global. Et le cadre plus global qu'on vit à l'heure actuelle, vous avez évoqué le retour de Donald Trump, Monsieur Tarif qui va nous mettre en place des mesures protectionnistes. On a une compétition de plus en plus féroce aussi avec la Chine. Moi, je me dis, avec quel partenaire, avec quelle autre zone géographique on peut échanger et s'engager en commun pour répondre à tous ces enjeux. En l'occurrence, le Mercosur doit être un de ces partenaires. Donc, c'est important de se dire, est-ce qu'on a cette volonté commune et comment on dessine ce chemin ? En l'occurrence, ces négociations commerciales, et c'est pour ça qu'elles sont décriées par certains, c'est vrai que les négociations, elles ont débuté en 1999. Le mandat de négociation, il dure, et on n'y arrive pas. Ça, c'est un élément aussi que certains mettent en avant pour dire soit il faut absolument conclure, soit à l'inverse, dire c'est pas le bon cadre. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que le cadre qu'on a posé en 1999 est toujours le bon ? Non, certainement pas. C'est pour ça que dans le précédent mandat, moi j'avais fait adopter un amendement pour le Parlement européen qui disait qu'on ne voulait pas du Mercosur en l'état, parce qu'il faut révolutionner le cadre. Et quand on a fait adopter cet amendement, la logique de la Commission, ça a été de dire « Ok, on vous a entendu, on a entendu les États membres, dont la France, dont l'Allemagne à l'époque, qui ont dit « pas en l'état ». Donc, elle a entamé de nouvelles négociations avec ce qu'on appelle un protocole additionnel pour faire en sorte d'avancer sur les questions climatiques, sur les questions de contrôle, sur les questions de traçabilité. Et c'est ça qui est important. Mais après, si on reste sur on va se mettre à la place du grand public. Le grand public, il sait qu'on a négocié un Green Deal, qu'il y a des contraintes, les agriculteurs le voient aussi. Et pourtant, on leur dit, mais il faut qu'on fasse du commerce avec une autre zone du monde dont on sait que les conséquences qu'il y a sur la déforestation, c'est un peu antagoniste tout ça. Il y en a beaucoup qui se disent mais pourquoi on doit faire des efforts et finalement après on nous incite à faire du commerce avec des pays qui vont avoir des conséquences contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut être très précis justement sur ce qu'est un accord de commerce et quel est le cadre et quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Il ne s'agit pas, comme je disais tout à l'heure, de juste libéraliser pour libéraliser ou d'augmenter nos échanges pour augmenter nos échanges. Il s'agit d'avoir un cadre de coopération parce que nous avons, accord de commerce ou pas accord de commerce, des flux commerciaux. Les porte-conteneurs, ils sont là, ils sont déjà là, accord de commerce ou pas accord de commerce. Parce qu'il y a des choses qu'on importe, qu'on ne produit pas chez nous. Ou sinon, il faut faire un choix en termes de mode de consommation. Si vous voulez plus boire de café, pas de problème. Ou d'autres, je caricature à essence, mais il faut être très clair sur les conséquences d'une rupture du commerce international et des chaînes d'approvisionnement et de valeur. Regardez ce qui s'est passé au moment du Covid. On a bien vu que quand on était dépourvu de certains éléments qu'on importait, alors à l'inverse, par contre, il ne faut pas que le libre-échange crée des situations de extrême dépendance, mais le libre-échange doit être un cadre qui nous permet justement de garantir notre autonomie. Moi, je suis contre la fermeture totale, mais je suis pour une ouverture qui soit encadrée, régulée et qui nous permette de défendre nos intérêts et nos ambitions. Donc c'est pour ça que je dis à la Commission européenne, en l'état, pardonnez-moi, vous ne m'apportez pas toutes les réponses qui sont en adéquation avec des doutes qu'expriment les citoyens, comme vous l'avez fait, qui sont légitimes, de dire, attendez, notamment sur certains produits phytosanitaires qu'on a pu interdire, pourquoi il y a des produits qui ne sont pas interdits ailleurs, etc. Mais il faut dire aussi qu'un accord de commerce, ce n'est pas un cadre qui impose des normes de production à des États tiers. Ça, c'est faux. Un accord de commerce, il fixe ce cadre de coopération et il fait en sorte que les produits qui rentrent sur votre marché, chez vous, respectent vos règles. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est ça ? Alors, je pense que tout le monde ne l'entend pas de la même façon. Les clauses miroirs, il y en a certains qui le vivent d'une façon réciprocité pure et simple. Les clauses miroirs, moi, tel que je les conçois, tel que je les défends, il faut que ça soit quelque chose de très précis pour que ce soit contrôlable et efficace. La difficulté, c'est le contrôle, finalement. Exactement. Moi, c'est ce que je dis à mes collègues. Le sujet, c'est la traçabilité et le contrôle. C'est ce qu'on appelle, dans un langage un peu juridique, un peu très bruxellois, la question de la conformité. C'est ça notre vrai sujet. Parce que derrière ce contrôle de la conformité, de la qualité en quelque sorte, c'est des enjeux de santé publique. C'est que vous garantissez
que les produits qui rentrent, ça peut être de l'alimentation, mais ça peut être des jouets, ça peut être plein de choses. On voit souvent que c'est par rapport aux agriculteurs, c'est les questions des éleveurs bovins, et que là, sur la viande, c'est difficile de savoir si elle est aux hormones, pas aux hormones, ça crée quand même ces difficultés. Oui, mais regardez, à l'inverse, on voit bien que la Commission européenne a mené des audits, et justement, le Brésil de même a dit application du principe de précaution, j'ai des doutes sur mes questions de traçabilité, donc je n'exporte pas. Donc on voit bien que si on met en place une vraie politique de conformité, et c'est pour ça que nous, et dans le cadre de l'élection européenne, et moi ce que je cherchais à mettre en place au niveau du Parlement européen, c'est des forces de contrôle sanitaire qui soient renforcées, avec des moyens pour les douanes qui soient renforcés pour véritablement agir. Mais après, c'est des choix politiques qui doivent être assumés. À un moment, est-ce qu'on est prêt à continuer de dire que la priorité, c'est la sécurité, c'est la conformité, donc vous mettez des moyens nécessaires, et ça veut dire aussi que votre contrôle, s'il doit prendre 5 heures, il prendra 5 heures, ou à l'inverse, non, tant pis, on laisse passer, etc. Non. Donc, c'est aussi une question de cohérence entre les ambitions et les moyens que vous mettez en face. On a l'Assemblée nationale qui a voté hier sur ce texte, c'était totalement consultatif, mais qui a voté contre. C'est quand même un symbole fort. Comment vous-même et votre famille politique, vous dites qu'il n'est pas adoptable en l'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez même dit tout à l'heure, en l'état. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que, finalement, on puisse accepter ce texte ou que ce texte puisse être adopté? Je pense que vous avez raison de redire que, tel que je conçois en tout cas les négociations à l'heure actuelle, c'est effectivement le « en l'état » qui est important. Des collègues à l'échelle nationale ou même des collègues français à l'échelle du Parlement européen n'ont pas cette subtilité-là et ne disent pas ce mot « en l'état » qui est pour moi extrêmement important parce qu'on vient de le dire. L'objectif, c'est d'avoir un cadre de coopération. Si vous n'avez pas de cadre de coopération, ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent et en l'occurrence qui sont moins protectrices. Donc, quand je dis en l'état, ça veut dire que j'ai des objectifs effectivement stratégiques et prioritaires que je demande à la Commission européenne d'atteindre. Ces objectifs, c'est à la fois justement, comme on vient de le dire, sur les questions de contrôle, de traçabilité, de conformité, pour protéger à la fois les Européens et à la fois notre marché intérieur, sur des conditions de concurrence qui doivent être loyales, donc ça c'est un point essentiel. C'est sur les questions aussi purement commerciales et économiques, parce que c'est quand même le but aussi d'un accord de commerce, sur par exemple l'accès au marché public. Parce que nous, on a un marché extrêmement ouvert, accord de commerce ou pas accord de commerce. Le sujet, c'est à l'inverse justement, via ce cadre-là, d'ouvrir notamment les marchés publics dans ces pays. On a des champions européens dans certains secteurs, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans les domaines des infrastructures. Notre sujet, c'est de faire en sorte que ces champions aussi puissent travailler dans ces États. C'est des enjeux aussi de développement dans ces pays. Donc c'est fondamental. Plus vous répondez aussi aux objectifs de développement dans ces pays, plus vous créez un cadre de stabilité internationale. Donc, c'est important. Donc, il y a les questions de conformité, les questions économiques et puis les questions de durabilité. Donc, faire en sorte que l'accord de Paris soit une clause essentielle. C'est-à-dire que si les engagements communs en termes de trajectoire sur la déforestation importée, sur beaucoup de choses ne sont pas respectés, on suspend la mise en œuvre de l'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas, maintenant on voit, la France semble opposée à l'approbation de cet accord en l'état. Il y a la Pologne qui rejoint la France, qui a aussi dit en l'état, ce qui a été repris. Finalement, est-ce que la France est isolée? On voit que la Commission veut avancer, elle veut que si je ne me trompe pas, sur le prochain sommet du Mercosur, elle puisse approuver cet accord. Est-ce que ce n'est pas un peu rapide? Qu'est-ce qui va se passer maintenant prochainement? Rapide après 20 ans, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais rapide dans le sens du délai. Suite à renouveler des négociations. Tout à fait. Je suis d'accord. Non, c'est rapide si les points que je vous ai énoncés, à savoir sur les questions de conformité, sur les questions justement d'engagement climatique ou les questions de concurrence loyale, ne sont pas respectés. Là, du coup, oui, ça serait rapide parce que ça ne correspond pas à l'objectif et au cadre. Donc, on voit que plusieurs États membres rejoignent la voie de la France. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'isolement. Mais, c'est peut-être un message pour nos auditeurs spécifiquement et pour mes collègues nationaux. C'est-à-dire que, pourquoi ces États membres nous rejoignent ? Parce que la voix d'Emmanuel Macron dans ses demandes, elle est crédible. Et quand vous prenez des positionnements d'opposition de principe, en fait, vous n'êtes pas crédible auprès de vos autres collègues. Et puis non plus auprès de vos partenaires étrangers, alors que le sujet, c'est bien de construire ce cadre de convergence. Donc, le travail qu'a fait le président de la République et le travail qu'a mené la délégation que je préside, c'est ça. C'est objectiver les choses et avoir des demandes précises pour pouvoir être crédible, pour faire en sorte que nos partenaires nous rejoignent sur des demandes légitimes. Alors, on va passer
pas de l'autre côté, mais plus au nord, avec l'élection de Donald Trump et du fameux protectionnisme américain qui va se mettre en place. Les relations transatlantiques, on sait qu'elles vont changer. On ne sait pas toujours trop avec Donald Trump où ça va aller, comment ça va se négocier, mais on sait qu'il va y avoir du protectionnisme. Lui parle même d'un fort protectionnisme. Là, on l'a vu avec le Canada et le Mexique. Avec cet agenda protectionniste renforcé, Donald Trump prévoit donc des hausses de droits de douane. Quel secteur européen pourrait être touché, selon vous ? Moi, je pense déjà, par rapport à votre message, je pense que contrairement à ce que croient certains, Donald Trump a tout anticipé. Et qu'il va être dans une logique très transactionnelle, très chantage avec les Européens. Ce qu'on appelle ces fameux deals, quoi. Exactement. Par exemple, il nous dira je ne veux pas que toute la législation que vous avez adoptée sur les géants du numérique me soit applicable, d'autant plus avec l'arrivée de Donald Musk. Donc, si vous ne me faites pas quelques exemptions, je vais vous mettre des tarifs, donc des droits de douane, sur, par exemple, le luxe, parce que c'est un élément fondamental pour la France. Ou sur les voitures automobiles allemandes. Il va cibler les États membres, il va chercher la division. Et il va regarder dans ces tableaux Excel, en quelque sorte, quels sont les secteurs dans lesquels il est plus déficitaire et où, à l'inverse, certains États membres européens ont des avantages comparatifs. On parle aussi du GNL, du fameux gaz, qui pourrait être aussi un élément de... Exactement, mais il va faire une approche très transactionnelle, très justement dans les menaces, et dire, bon, ben voilà, vous avez un avantage là, warning, si vous voulez m'appliquer telle ou telle législation, moi, je vais vous toucher là où ça fait mal. D'où la nécessité d'être prêt pour le pire, et d'anticiper tout ce qu'il peut faire, et tout ce qu'il peut faire peut être le pire et dans tous les secteurs. Est-ce que vous pensez que ça a été anticipé ? Parce que dans les commentateurs que l'on voit depuis cette élection, on a l'impression que l'Europe espérait, l'Union européenne espérait que ce ne soit pas lui, et que finalement n'a pas anticipé beaucoup. Je vais vous dire une phrase que j'ai souvent dit dans ma délégation, l'espoir n'est pas une stratégie. Et je pense que, évidemment, qu'on avait tous l'espoir, et on était très nombreux à être engagés pour que ce soit Kamala Harris qui gagne les élections. Mais pour autant, moi, ce que je constate en matière commerciale, les tensions commerciales, elles ont commencé avec qui ? Avec Barack Obama. Barack Obama, c'est un démocrate. Donc, il y a toujours eu aussi avec Biden aussi. Exactement, avec ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire un peu de la préférence américaine, de l'attrait des entreprises européennes au sein des États-Unis. Ça a été fait par tout le monde. Donc, ça a été fait parfois avec certains avec plus le sourire que d'autres, mais les conséquences, elles sont les mêmes. Donc, c'est dans ce sens-là où il faut être préparé au pire et il faut être très clair sur le fait que Donald Trump va essayer d'avoir une approche pour nous diviser, une approche très transactionnelle. D'où notre sujet à nous, Européens, de maintenir notre unité, d'avoir un message clair entre les capitales et d'avoir un message fort aussi qui soit porté par la Commission européenne dans toutes les négociations que nous pouvons avoir. Travailler aussi avec les collègues du Parlement européen, parce que je pense qu'il y a une unité sur ces sujets-là qui peut être plus forte. Je fais exception de certains. Quelle posture pourrait avoir l'Union européenne ? Alors, quelle attitude devrait avoir l'Union européenne dans ces négociations-là ? À un moment, quand il va vouloir nous imposer des droits de douane, comme on l'a vu par exemple avec la Chine, il va falloir répliquer. Il ne faut pas avoir peur. À un moment, on a créé des instruments de défense commerciale. Quand vous êtes attaqué, vous devez démontrer que vous avez la volonté de les utiliser. Sinon, vous n'êtes pas crédible. On a créé pendant le précédent mandat aussi d'autres instruments pour lutter contre justement ces menaces, c'est ce qu'on appelle la coercition économique, ce chantage qui peut nous être fait par les autres. À un moment, il faudra l'utiliser, cet instrument. Faut pas avoir peur de son ombre. On a une vraie force. Il faudra faire pression sur la Commission européenne à ce moment-là. Ah, mais oui, mais je pense que la Commission européenne sait très bien qu'elle me trouvera devant son bureau pour, comme on l'a fait au moment des tarifs sur les voitures électriques chinois, pour leur dire il faut mettre en place ces droits de douane. Il faut rien céder. Et la Commission européenne l'a fait sur la Chine. Donc moi, j'espère qu'elle aura cette même logique. Et donc, je pense que oui, cette dynamique, elle est enclenchée au sein de la Commission européenne. Il faut qu'elle continue. Et il faut qu'on regarde aussi dans tous ces instruments qu'est-ce qui nous manque pour justement contrer certaines hypothèses qu'on n'a pas nécessairement envisagées. Donc c'est pour ça qu'il y a notamment eu, même justement parler d'anticipation quand même, un travail qui a été fait avec, on appelle une task force, c'est-à-dire un peu un cadre dans différents sujets, dans différents domaines au sein de la Commission européenne, au cas où il y ait Donald Trump. Donc ça a été envisagé quand même par la Commission européenne pour travailler sur les secteurs technologiques, sur les secteurs énergétiques, sur les secteurs qui sont absolument stratégiques pour notre déploiement. Alors, je vous propose de passer, avant de finir, par notre rubrique « Entre deux ». Entre nous,
entre deux. Alors, le principe est simple. Je vais vous poser une série de questions et vous aurez toujours 2 options. Pas de long discours, il faudra choisir rapidement entre les 2. C'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur vos centres d'intérêt, vos goûts et votre personnalité. Oula. Vous êtes prête ? Prête. Alors, une journée sans téléphone ou une journée sans café ? Sans téléphone. Vous êtes plutôt pour un plan de relance européen ou la maîtrise de la dette ? Plan de relance européen. Quand vous trouvez un peu de temps pour vous, préférez-vous un bon livre ou une série captivante ? Un bon livre. Eurovision ou Champions League ? À Champions League. Et spécifiquement la Juventus de Turin. Si c'était possible, vous choisirez de dîner. Alors, je sais que c'est impossible, mais si c'était possible, avec Simone Veil ou Robert Schuman ? Waouh, là c'est dur. Oh, les deux. Préférez-vous participer à la négociation du budget européen ou de la politique agricole commune ? Aucun des deux. Moi, je préfère les sujets commerciaux, mais la politique, quoi. L'un va pas sans l'autre, mais la politique agricole commune. Alors, dans les couloirs du Parlement, chaussures à talons ou baskets ? Parce que c'est grand ici. Hein. Les deux. Alors, aujourd'hui, c'est les baskets, mais j'essaye les talons quand même. Travailler en équipe ou en solo ? En équipe. Vous faites plutôt partie de la team chocolatine ou pain au chocolat ? Pain au chocolat. Et enfin, séance plénière ou travail en commission parlementaire ? Commission. Très bien, merci Madame Vedren pour avoir participé à cette émission. On vous souhaite une très bonne fin de session et surtout un bon mandat de député européen. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.